À tous Merci les de deux, à m'avoir Éric invité. Brunet et à moi-même. Et ça fait 4 mois que vous n'aviez pas accordé de grandes interviews télévisées, Éric. Vous êtes rentré, Jean-Luc Mélenchon, en France mardi, après un voyage en Amérique latine qui a duré pratiquement 1 mois et demi. Vous êtes député, je le rappelle, des Bouches-du-Rhône, président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Et le 19 septembre prochain, c'est bientôt, la semaine prochaine, vous allez avoir une grosse actualité, puisque c'est un jour important pour vous. C'est la date de votre procès, en premier lieu. Et puis c'est aussi le jour de la sortie de votre livre, et ainsi de suite. Un procès politique en France chez Plon. Mais l'actualité ce soir, on vient de le voir, vous l'avez vu vous-même, c'est l'incarcération de Patrick Balkany. Il dormira ce soir dans la prison de la Santé, condamné à 4 ans de prison ferme et 10 ans d'inéligibilité. S'agit-il d'un procès politique, tiens? Ah non, je sais pas, enfin je ne veux pas non plus me prononcer sur tous les procès, sur toutes les affaires. Je ne connais pas l'affaire, je ne sais pas de quoi il est question. Je sais que M. Balkany avait une réputation sulfureuse, mais on ne peut pas s'arrêter aux apparences. Hein. Donc je ne suis vraiment pas en état de vous donner un avis sur un sujet pareil. Pourquoi ça serait un procès politique? Je ne vois pas pourquoi. Moi, je sais pourquoi. Parce qu'il y a des caractéristiques à un procès politique. Moi, j'ai 2 accusations par des personnalités perturbées. L'une d'une élue d'extrême droite, l'autre d'un gars qui mettait en cause toute la commission des comptes de campagne. On lui a glissé à l'oreille, il parle un peu de Mélenchon, ça va créer une ambiance. Il l'a fait, ça a créé une ambiance. Du coup, dans les 2 cas, moi et moi seul, fait l'objet d'une saisine, d'une enquête préliminaire et de perquisitions géantes avec des méthodes qui sont d'habitude réservées aux grands Mélenchon, banditisme. vous avez compris pourquoi Éric Brunet vous a posé cette question-là. Il vous a demandé si c'était un procès politique, parce que Patrick Balkany lui-même a dit que c'était un procès politique. Et ce sont exactement les mots que vous avez employés. Oui, d'où la question. Oui, oui. Non, mais je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Je sais pourquoi moi, je suis dans un procès politique. Ça, c'est vrai. Je sais aussi quel est l'enjeu, que M. Balkany ne m'en veuille pas. Mais le président d'un groupe d'opposition bien remuant, Jean-Luc Mélenchon, il s'est passé... Alors oublions le procès politique. 4 ans de prison ferme. Non, 4 ans de prison ferme pour une fraude fiscale et l'incarcération. Si, je m'en fous. C'est pas indifférent d'envoyer quelqu'un en prison. Mais vous mettez les gens dans l'obligation d'avoir un avis sur les sujets qu'ils ne connaissent pas. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je sais de quoi il s'agissant de moi. D'accord ? Je ne vais pas venir ici pour commenter Balkany. Je viens vous parler du procès politique contre Jean-Luc Mélenchon et ses camarades. Je ne sais, si vous voulez, vous autres journalistes, ça devrait au moins vous exciter de regarder ça. C'est rempli de choses incroyables. On va en parler. Vous êtes 15, on a tout le temps d'en parler. C'est très intéressant parce que finalement, nous agressez pas. Parce qu'on est... Mais je vous agresse pas, on est plutôt en train d'essayer de comprendre ce que vous appelez un procès politique. Parce que finalement, depuis des années, moi j'ai observé que c'était un argument qui était souvent utilisé par la droite. C'est vrai, souvenez-vous, 2012, Nicolas Sarkozy, on aurait pu observer un certain nombre de connivences entre certains magistrats français, certains politiques, et pourquoi pas, allons-y, certains journalistes, en tout cas, ce qu'a dit 2012, ce qu'a dit en 2012 Nicolas Sarkozy. Bon, souvenez-vous, le syndicat de la magistrature, au 2e tour de la présidentielle, avait appelé à voter Hollande. Donc, on peut entendre qu'il puisse y avoir dans notre pays des connivences entre des magistrats, entre des politiques, entre vous des qui l'avez dit, hein, c'est pas moi. Mais oui, c'est moi qui le dis. Parce que moi, mais simplement, l'argument du procès politique, il a été invoqué à de nombreuses reprises par la droite, par les Balkany, et puis par vous. Donc c'est une pathologie nationale, le procès politique. Alors, non. C'est pas loyal comme procédé, Brunet, permettez-moi de vous le dire. Alors tout est dans le même pot, etc. Il n'y a que vous qui n'êtes pas dans le pot, quoi. Hein. Vous avez participé à traîner tout ça comme il fallait, des 2 côtés. Non, moi je ne me prononce pas sur tout ça, d'accord ? Je vous parle d'un procès politique, celui qui est fait à la France Insoumise. Je veux vous montrer que ce sont des méthodes inouïes qui n'ont jamais existé auparavant. Quoique beaucoup de vos collègues se soient arrangés pour faire la touillette, pour dire « ah bah oui, tout ça c'est du pareil eux-mêmes, c'est tous les mêmes », misant sur un espèce de populisme agressif de base, tout élu est suspect. Voilà. Moi, je suis la victime d'une femme d'extrême droite qui dénonce 16 personnes, puis se souvient tout d'un coup de moi après avoir téléphoné à Madame Le Pen. Et elle me met en cause pour mes attachés parlementaires, en disant « Monsieur Mélenchon, utilisez ses attachés parlementaires au parti et pas en tant que député. S'occuper de Jean-Luc Mélenchon est une tâche à temps plein. Vous pouvez le demander à tout le monde autour de moi. » Donc elle fait ça pour démarrer. Et puis, aussitôt un juge dit « Ah oui, il faut immédiatement ouvrir une enquête. » Et à partir de là, c'est une effet boule de neige. Ça, c'est cas numéro 1. Cas numéro 2,
un type qui est en querelle avec toute la commission des comptes de campagne dit il y a un problème sur telle dépense de Jean-Luc Mélenchon. Mais Jean-Luc Mélenchon, il s'en fout. Moi, j'ai déclaré toutes mes dépenses. Vous voulez rembourser celle-là, vous voulez pas rembourser celle-là. C'est vous qui décidez. J'ai dit d'avance que je m'y soumettrai. J'ai d'ailleurs dit, depuis que j'ai été mis en cause, je suis prêt à remettre tous mes comptes. Il y a 52 cartons de factures. Les journalistes d'investigation, etc. Ben, vous avez qu'à y aller. Il faut bosser un peu de temps à autre. Pas seulement recopier les comptes rendus des juges. Bien. Alors, sur cette base-là, vous avez des juges, dont nous connaissons les noms, qui décident de faire une perquisition pour nous prendre par surprise. Par surprise, s'il vous plaît. 7 mois après l'incrimination. Comme souvent, pardonnez-moi, les perquisitions, y compris dans des partis politiques, je pense par exemple au Modem. On ne prévient pas les gens avant de perquisitionner en général. Alors là, monsieur Neumann, il faut améliorer vos fiches. On prévient les gens avant. Pas toujours. Pas toujours. Et notamment dans les enquêtes politiques. Mais, écoutez, Neumann, entendons-nous bien. Si le but de votre démonstration, c'est de dire... Mais si, tout est pareil, tout est équivalent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais vous dire sur le Modem. Je trouve scandaleux comment ils ont été traités. D'accord? À peine M. Bayrou arrive au gouvernement, tout d'un coup, tchouf, quelqu'un se rappelle d'une histoire de l'assistant de l'homme qui a vu l'ours et du pingouin, et toc, 2 personnes sont mises en cause. Les 2 quittent le gouvernement. Quelle corporation a le pouvoir de foutre dehors ses ministres successivement comme celle-là? Où est passé le précédent avant Mme Belloubet? Parce que Mme Belloubet, aujourd'hui, ce qu'elle a, c'est qu'elle a peur de ce qui va lui arriver après. Qui était là avant? Bayrou. Qui était là avant? Urvoas. Où est Urvoas? Lui aussi, il a une affaire sur les bras. Une affaire qui est très intéressante pour nous, c'est parce qu'on lui reproche d'avoir transmis des informations concernant une enquête qui était en cours. Ok? Excusez-moi, tout ça est un peu compliqué. Non, c'est clair. Mais c'est précisément ce que je reproche à Mme Belloubet. Je lui dis, vous êtes une menteuse quand vous dites que vous ne savez pas, que vous n'étiez pas au courant, etc. Les perquisitions qui se sont menées, pas seulement chez moi, après tout, je suis l'indigne personne à qui on peut faire n'importe quoi, mais 17 sièges, 10 de mes collaborateurs, pendant 7 ans en avant, ils ont été les chercher. Et comme c'est des pieds nickelés... Mais pardonnez-moi, Jean-Luc Mélenchon, non, laissez-moi terminer au moins. Oui. Je sais que c'est compliqué, alors c'est difficile à expliquer, puis on peut s'embrouiller dans les histoires juridiques. Mais alors, comme ce sont des pieds nickelés, ils font 17 perquisitions sur les comptes de campagne. Puis tout d'un coup, il y en a un qui se rappelle 2 mois après. Ils ont oublié le directeur de campagne. Et voilà tous partis chez le directeur de campagne. Et quand il arrive, le directeur de campagne, mon camarade Manuel Bompard, dit « Mais dites donc, vous autres, là, comment ça se fait que vous savez que je suis là, je suis entre part et tout ?» Il dit « Oh, vous avez mis une puce. » Ça les fait rire. Et après, il lui dit « Ah ben ici, on est mieux qu'au Venezuela, non, monsieur Bompard ?» Voilà l'ambiance. On peut vous poser une question, Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais vous ne m'avez toujours pas demandé pourquoi je caractérise ça de procès politique. Mais justement, c'est la question que j'allais vous poser très précisément. Parce que cette idée de procès politique, de complot politique, Éric le disait, on a déjà entendu ça. Souvenez-vous, François Fillon qui disait cabinet noir. Oui. Donc, Nil novi subsole, c'est un truc latin, c'est du latin. De 2 siècles c'est du avant latin. Donc la question, elle est très simple, Jean-Luc Mélenchon. Tout est dans tout et quelles sont les preuves? Non, je parle que de vous. Ah bon. Quelles sont les preuves que vous pouvez nous apporter ce soir pour dire, voilà, je suis victime d'un procès politique, en voilà les preuves? Bon, alors, déjà, si vous aviez pris cette précaution au début, mon exposé aurait été plus clair. Pourquoi? Il n'y a pas de cause au départ. Il y a un gars qui explique qu'il y a des dépenses que j'aurais pas dû avoir remboursées. Je répète, je m'en fous. Ne remboursez pas si vous ne voulez pas, remboursez si vous voulez, c'est votre boulot. J'ai fait la campagne la moins chère, je n'ai pas demandé le plafond. Il n'y a pas de cause objective. Aujourd'hui, personne n'a encore dit, écoutez, il y a un problème avec telle facture de M. Mélenchon. Par contre, on a dit, il y a un problème avec les factures de M. Macron, parce qu'elles sont trop basses, parce que c'est sous-évalué, etc. Sur l'affaire des assistants parlementaires, il n'y a pas l'ombre du début d'une démonstration de quoi que ce soit. Mais la preuve d'un procès politique. Mais monsieur, la preuve d'un procès politique, c'est quand il n'y a pas de preuve pour mettre des procès, mais qu'on vous poursuit. Mais s'il y a un procès politique, c'est qu'il est forcément ourdi par quelqu'un. Non, il y a un effet de système. Nous allons peut-être y venir. Il y a une situation... Ouais, comprenez bien, Jean-Luc Mélenchon, c'est que cet argument du procès politique est tellement usé, tellement utilisé et surutilisé par tout le monde. Faut faire du neuf, quoi. Non, faut pas faire du neuf. Écoutez, j'ai un procès Camembert, ça vous va? Non. C'est neuf? Non. Une expression nouvelle. C'est pour ça qu'on essaie d'avoir... Les gars, on arrête de rigoler. Non, mais attendez, une seconde. Donnez-nous des éléments. Attendez, écoutez-moi, parce que là, pour vous, tout ça, c'est un sujet, bon, c'est un plateau, demain, vous en avez un autre. Non, on veut comprendre. Je suis poursuivi pour avoir parlé fort, comme un Méditerranéen que je suis,
sur un plateau parce que je voulais entrer dans mon local et que pour des raisons mystérieuses, on m'a empêché d'entrer. Ainsi que la personne qui était à côté de moi, qui pourtant avait été convoquée, qui est mon conseiller spécial. Je risque 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Alors m'en veuillez pas, ça m'amuse plus. Je veux bien au début, je dis, bon tiens, on a serré Mélenchon, on va... Hein, parce que c'est ça la technique du lawfare. Lawfare, ça veut dire la guerre judiciaire. Ah oui. Je vous explique comment ça marche. Oui. Premier temps, un dingue dénonce. C'est le cas pour Lula, c'est le cas pour Biram Abedei en Mauritanie, c'est le cas pour Correa, c'est le cas pour tout le monde. Vous avez un ou deux journalistes qui arrivent et qui disent « Ah, c'est intéressant, vous pouvez pas nous raconter ça ?» Un peu de presse, un juge se jette dessus. Le juge commence l'affaire et vous en sortez plus. Parce que tous les jours, il se passe quelque chose. Alors votre vie politique est absorbée par la bataille juridique. Regardez, de quoi on va parler ce soir. J'ai fait un rapport sur la mer, je comprends que ça l'intéresse. On va me parler que de ça. Procès. Je suis pris là-dedans. Vous sortez un livre sur le sujet. Eric, oui, mais je me défends. Jean-Luc Mélenchon, vous pouvez tout mettre sur le dos des journalistes, des médias. Je veux bien. Allez, arrêtez le Je veux bien, mais moi je veux bien. Oh. Mais attendez, c'est vous qui convoquez une conférence de presse pour parler du procès. C'est vous qui sortez un livre pour parler du procès. Oui, et quand j'arrive ici, on me dit procès politique, tout le monde dit ça. On va pas parler que sur les journalistes qui parlent que du procès. Non mais attendez, mais je comprends que les journalistes ne puissent faire autrement. La situation a été créée. Regardez l'embarras dans lequel je suis. Je suis là en train de répondre à deux personnes sur deux affaires. Et en fait, je ne vais pas être jugé pour l'une ou l'autre des deux affaires. Je vais être jugé pour ce qui s'est passé le jour où il y a eu les perquisitions pour à mon siège. Intimidation de l'autorité judiciaire, provocation et rébellion. Voilà les termes. Ça, oui. Mais vous savez, pardon, je fais juste une parenthèse, vous savez qu'un justiciable lambda se serait comporté comme vous, il serait sans doute passé en comparution immédiate. J'ai de la chance, vous savez quoi Bien sûr. Mais pardon, mais un justiciable ordinaire, on ne lui aurait pas fait ce qu'on m'a fait à moi. C'est-à-dire le traiter comme le grand banditisme, surgir chez lui à 7 h du matin ainsi que chez tous les autres, enlever tout ce qu'il y a dans nos ordinateurs, y compris les gens qui se trouvaient chez nous et qui n'ont rien à voir avec toute cette histoire. Ce serait un justiciable ordinaire, on ne l'aurait pas empêché d'entrer parce que c'est son droit. Un justiciable ordinaire, le procureur se serait présenté en disant « Écoutez, vous n'avez pas le droit d'entrer ». Il aurait dit « Pourquoi ? Tout ce qu'on m'a fait est illégal ce jour-là ». Et ils le savent, puisqu'en cours de route, ils sont partis. Quand sans me dire ce qu'ils emmenaient. Attendez, Neumann, vous m'avez bien compris. Ils se barrent, alors que je leur dis « Mais restez, puisque maintenant, ça y est, je suis rentré ». Non, on s'en va. Et ils ne m'ont pas dit ce qu'ils emmenaient. Si vous trouvez ça normal, et un des policiers qui était là, la seule violence qu'il y a eu ce matin, à part mon ton de voix de méditerranéen que tout le monde connaît, non, apparemment. Eh bien, à part ça, la seule violence qu'il y a eu, c'est un policier qui s'est jeté sur une femme, une de mes assistantes, pour la mettre par terre. Jean-Luc Mélenchon, quand, le 5 septembre dernier, au Brésil, vous établissez une comparaison entre votre situation judiciaire et celle de Lula. Est-ce que vous ne poussez pas un peu loin le bouchon Lula, c'est en gros ce que vous a dit Nicole Belloubet. Parce que franchement, les Français ne perçoivent pas l'État français et la Macronie comme une dictature. C'est pas Pinochet, c'est pas Brejnev. Non mais attendez, c'est ni Pinochet ni Brejnev qui gouverne le Brésil. C'est Bolsonaro. Changez pas de sujet. L'État, il y a un État de droit au Brésil. Peut-être que vous considérez que tout ça, c'est des indigènes folkloriques. Mais non, il y a un État de droit au Brésil. Il y a des lois au Brésil. Il y a des tribunaux. Et les Brésiliens, eux aussi, pensent que leur justice, son rôle est d'être impartial. Et d'ailleurs, les Brésiliens sont outrés du comportement de leurs dirigeants. Quand M. Bolsonaro insulte Mme Macron, il ne faut pas croire que tout le Brésil applaudit. Oui, mais lui, il n'est pas accusé de rébellion comme vous. Il est accusé vraiment de faits plutôt graves qui ont conduit la justice brésilienne à le mettre en prison pour 8 ans. Non, pas la justice. Pour 8 ans. Un monsieur qui s'appelle Sergio Moro a décidé, sur la base de son intuition, parce qu'il dit il n'y a pas de preuve. Et il n'y a pas de preuve de la corruption de Lula. Donc c'est exactement le même mécanisme. C'est ça que nous sommes en train d'essayer de démontrer. Non pas moi, Jean-Luc Mélenchon, ni Lula tout seul, mais l'ensemble des signataires et des gens qui sont incriminés, comme celui qui est en prison au Cameroun, comme celui qui est en prison en Égypte. À chaque fois, c'est le même mécanisme. Et à chaque fois, on nous dit « écoutez, exagérez pas quand même. La justice de notre pays est indépendante. » Mais non, elle ne l'est pas. Sergio Moro, je vais vous le montrer, si vous voulez bien passer l'image. C'est le juge qui condamne Lula. À peine a-t-il fini de le condamner qu'il est nommé ministre de la Justice dans le gouvernement d'extrême droite. Et cet homme-là reçoit qui ? Le procureur qui s'occupe de moi, qui est présent chez moi à mon domicile, et le reçoit pour quoi faire, je vous prie ? Pour jouer à la canasta, les voilà. Vous voyez, le grand blond, là, qui est au milieu, c'est mon juge, Perruot. Et à côté, c'est le juge français. Oui, c'est le juge français. Et là, il est au Brésil ? Il est au Brésil. Il est allé voir qui ?
il rencontre l'homme à côté que vous voyez avec la mâchoire bien carrée et le regard dans le vide. C'est le nouveau ministre de la Justice du Brésil. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ensemble? Un échange de bonnes pratiques. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est sur le site des Affaires étrangères. Qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? J'en tire comme conclusion que tous ces gens-là utilisent la même méthode lorsqu'ils décident de s'attaquer à des militants politiques. Il y a quand même une sacrée différence, pardonnez-moi, entre Lula et vous. C'est que lui, il a déjà été condamné pour 8 ans de prison, corruption, il est en prison. Là, en France, concernant votre affaire... Tant que je ne suis pas en prison, il ne faut pas que je fasse... Mais est-ce que les gens se disent, est-ce que Mélenchon ne crie pas avant d'avoir mal? Vous croyez que les gens se disent ça? Mais pas du tout, c'est pas ce que me disent les gens, moi. Ils sont outrés. Et à quoi? J'ai parlé fort, et alors? Vous voulez quoi? Des mollassons dans la vie? J'ai parlé fort parce que je voulais entrer dans mon local. Et pourquoi je voulais entrer? Non mais attendez, Brunet, pourquoi je voulais entrer? Posez-vous la question. On passe chez moi, où je n'oppose aucune résistance. On m'enlève tout ce qu'il y a dans mon ordinateur. J'apprends qu'ils sont au siège. Je dis, je ne veux pas qu'ils partent avec le fichier. D'accord? J'assume. Je voulais être là pour être témoin et leur dire, ça, vous n'avez pas à le prendre. Non, non, il n'y a pas de mecs qui tiennent. Si, ils sont allés au siège du parti de gauche, d'accord, qui est mon parti, et ils ont pris le fichier. Et ça n'a l'air d'étonner. Ça dérange personne. On embarque un fichier d'adhérence. Richard Ferrand, en ce moment, connaît des déboires judiciaires. Lui, le fidèle de la Macronie, le fidèle parmi les fidèles, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de volonté politique de la Macronie. Mais il y a des mises en examen du Rassemblement national, du Rassemblement national à la gauche de la gauche. Il y a des chez Bayrou, à droite, à gauche, il y a des mises en examen dans tous les partis politiques en France en ce moment. À tel point que Marine Le Pen a décidé de ne pas demander que Richard Ferrand abandonne ses fonctions. Vous voyez, donc il y a une espèce c'est vous qui faites parce que si vous voulez parler de Marine Le Pen, quand ils sont allés perquisitionner au siège, et pas à son domicile, et pas à 7h du matin, ni tous ses assistants, elle a empêché qu'ils se saisissent des ordinateurs. Et vous trouvez ça, il y a un compte-rendu dans Le Monde qui raconte tout ça, parce que Le Monde a accès directement. Au début, je croyais que c'était les journalistes, les pervers, qui allaient chercher les procès-verbaux d'audition. Maintenant que j'ai compris, c'est les juges qui les font passer. Jean-Luc Mélenchon. Non mais attendez, moi je récuse votre argument, parce qu'il est absolument pourri. C'est comme tout le monde est justiciable, donc vous, taisez-vous. Et vous osez me dire, vous criez avant d'avoir mal. Mais attendez, Brunet, vous attendez quoi? Que j'ai pris 10 ans de tôle et 150 000 euros d'amende, et là vous direz, ça durera 2 secondes à votre journal. Tiens, ce pauvre Mélenchon s'est pris 3-4 ans de prison. Je vous interromps un instant, ça va vous faire plaisir, parce que vous avez reçu un soutien inattendu hier soir. On écoute, puis on en parle juste après. Vous avez... Oh, ça doit encore être quoi? De M. Mélenchon, c'est pas forcément mon habitude, mais Jean-Luc Mélenchon a raison de rappeler que la présomption d'innocence, dans une démocratie, ça existe. Moi, j'ai commencé ma vie professionnelle en tant que magistrat, j'ai ensuite été avocat. Ces mots ne sont pas des mots vides de sens. Si nous voulons préserver, pas simplement pour tel ou tel élu, pour l'ensemble de nos concitoyens, un système d'état de droit, il faut reconnaître la présomption d'innocence. Elle vaut pour Richard Ferrand, ni plus, ni moins que pour n'importe quel autre citoyen. Et donc Jean-Luc Mélenchon, elle vaut pour Jean-Luc Mélenchon, la présomption d'innocence. Donc pourquoi crier au loup? Vous êtes présumé innocent? Non, sans blague. Bah oui. Eh les gars, je suis innocent. Eh ben, on lui avait dit tous les deux. Là, je trouve que c'est une méthode qui est absolument... c'est le cirque. Je fais une conférence de presse. J'explique le cas de notre procès politique. Je présente mon bouquin. Tout ce que retient TF1, c'est 3 mots dans lesquels on me dit « Alors, Richard Ferrand ?» Moi, j'ai dit « Moi, j'ai plus confiance. Je crois plus rien. Je sais pas de quoi vous me parlez. Et j'ai pas l'intention de donner un avis. » Je ne donnerai pas un avis parce que je connais la musique. Et vous avez vu, j'aurais mieux fait de me taire complètement. Parce que c'est ça qu'on sort. De tout ce que j'ai dit pour ma défense, pour montrer que c'est un procès politique. Les gens qui nous écoutent en ce moment, faut pas croire qu'ils ne comprennent pas ce qu'est la perversité d'un système où on vous enferme dans un bocal et il y a des murs de verre. Quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, de toute façon, c'est la touillette. Ah, monsieur Mélenchon, vous osez protester alors que vous n'êtes pas encore condamné. Donc, il faut que j'attende d'être condamné. Ah, mais les autres aussi sont condamnés. Et vous allez me mettre sur le même plan que Balkany. Et vous allez me mettre sur le même plan que Madame Le Pen. Etc., etc. Mais je ne suis pas d'accord. Le procès politique, c'est précisément que ça donne ce résultat. Tout est pareil et on embastille des dirigeants politiques. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon, pourquoi être allé passer 6 semaines en Amérique latine? Vous avez rencontré un chef d'État au Bras-d'Or, au Mexique, un certain nombre d'anciens chefs d'État. Ça, bon, c'est vrai, ça vous a donné une stature internationale intéressante. C'était un peu votre G7. Mais c'était un peu votre G7 à vous. Mais enfin, vous n'étiez pas là aux universités de votre parti à Toulouse il y a quelques jours. Ouais. Beaucoup de gens se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est groggy après cet échec aux européennes? Vous savez que beaucoup de Français ont été inquiets. Où est Mélenchon? Eh bien, je les rassure, me voici. Je suis en bonne santé, l'esprit alerte. J'ai écrit un livre dans une durée de temps fort restreinte et j'ai beaucoup voyagé.
Au départ, l'intention, c'était de répondre à une invitation qui était celle de mes amis mexicains. Je devais aller au moment où on installait le président López Obrador, et puis il se trouve que c'était le moment des Gilets jaunes. Donc je n'ai pas pu y aller. Et j'avais dit, j'y vais cet été. Alors patatras, voilà, une contrainte de calendrier, j'y suis allé. Une fois que je m'y trouvais, j'ai fait plusieurs conférences, j'en ai fait 9 au total, je crois, sur la théorie de l'ère du peuple et de la révolution citoyenne. J'apprends que, en effet, je vais pouvoir rencontrer Lula. Mais vous savez, ces choses-là, il faut faire attention. Puis le Brésil, c'est pas la porte à côté. Hein. Les gens croient que tout ça, c'est du pareil au même. Mais non, c'est des distances considérables. Quand j'ai été sûr que... Il y a des journalistes du Point qui ont fait le bilan carbone de votre été. Vous avez souvent pris l'avion. Hein. Oui, très bien, très bien. J'aurais dû y aller à la nage. Hein, comme les journalistes du Point, eux, ils se déplacent à bicyclette, à pied, et voilà. Bon, pour être sérieux, et pour parler de journaux sérieux, eh bien, dans cette circonstance, j'apprends que je vais rencontrer Lula. Donc je vois la distance et je me dis, je vais revenir en France et repartir pour aller voir Lula. Tout ça, c'est de la folie. Donc je reste. Je suis resté, j'ai pris des vacances sur place, puis j'ai recommencé ma tournée politique, parce que si je vais au Brésil, eh ben, je m'arrête en Argentine. Ils m'ont nommé docteur honoris causa de leur université, j'étais très fier. Et puis, quand je suis rentré, j'avais une conférence de retard à l'Université nationale du Mexique, je l'ai fait. Mais j'ai pas fait ça pour me donner une stature, je m'en fiche de tout ça. Ma vie, elle est faite, ma stature, elle est faite, mes bouquins, ils sont là, il y en a 20. Donc, dans ce livre que vous avez rédigé, il y a évidemment tout ce voyage, ce périple en Amérique latine. Non, le voyage, c'est, si vous voulez... Donc, il est uniquement consacré à ce procès. Non, vous allez voir, moi, je suis un littéraire, hein, d'accord, donc j'aime la chose. C'est un bon teasing, hein, excellent teasing de votre livre. Chez Plon, vous voulez que je fasse la publicité chez Plon? Hein. Oui, chez Plon, et ça vaut que 10 €. Alors vous pouvez passer la commande tout de suite. Mais le livre, il est fait comme une chronique, parce qu'en même temps, il ne fallait pas que ce soit une punition pour moi. Hein. Donc j'ai prévu dedans, j'explique pourquoi ces gens-là me sont tombés dessus, les juges, ce qu'ils sont, d'où ils sortent, comment la violence dans notre pays l'a emporté, comment il y a une dérive autoritaire. Et je crois savoir, Jean-Luc Mélenchon, que vous tapez à bras raccourcis sur la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, sur le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, mais ça, ce sera pour... après la pause. Mais attendez, permettez-moi de vous présenter quand même un autre aspect de mon livre, c'est que c'est une chronique. On va en parler. Donc il y a des petits moments, etc., des moments de rencontres incroyables. Par exemple, j'ai rencontré le petit-fils de Léon Trotsky. Bon, on va en parler. C'est l'art du teasing de Mélenchon est remarquable. On marque une courte pause. C'est quoi teasing? Dans un instant. Par les Français, patriotes comme vous. La bande-annonce, voilà. On parlera de la rentrée dans un instant. On parlera du livre de Jean-Luc Mélenchon. On parlera également de la rentrée sociale. On parlera de ce qui se passe et regardez-moi bien, parce que dans une semaine, j'en prends peut-être pour 10 ans de prison. On parlera des urgences, on parlera de la réforme des retraites, bien évidemment. On reprend avec notre invité Jean-Luc Mélenchon, on reprend donc Brunet Neumann dans quelques instants. À tout de suite, mesdames, messieurs. De retour, mesdames, messieurs, sur le plateau de Brunet Neumann, c'est tous les vendredis soirs de 19h à 20h, de 19h à 20h30 sur BFM TV. Nous recevons aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon. C'est un véritable événement. Pourquoi? Parce que Jean-Luc Mélenchon ne s'est pas exprimé, n'a pas donné d'interview, en tout cas, à une grande chaîne depuis plus de 4 mois. Nous sommes très heureux de l'avoir. Nous avons parlé un peu de son voyage en Amérique du Sud. Nous avons parlé de son procès, de la sortie de son livre. Mais nous allons parler aussi de l'actualité française et d'une petite algarade, d'une petite prise de bec, Laurent. Oui, parce que pour quelqu'un qui revient d'un long voyage, je vous ai trouvé très en forme pendant votre conférence de presse et vous en avez profité pour égratigner maître Éric Dupond-Moretti. Il se trouve que c'est l'avocat de 3 des policiers dans votre procès. Et en gros, vous avez laissé entendre, suggéré qu'il pourrait peut-être faire partie du complot. Quelque chose comme ça. Attendez, quand je parle procès de politique, vous parlez de complot. Mais non, c'est très ouvert, il y a des gens qui décident ça. Il se trouve que lui, comme nous, a écouté vos propos. Il vous a répondu, on l'écoute, et vous réagirez. Non, Jean-Luc, de grâce, soit je fais un procès, parce que ce que vous racontez est débile, diffamatoire, soit, franchement, je m'amuse de cela, je vous conseille de bien dormir, d'aller voir un médecin, de prendre un peu d'homéopathie et peut-être une camomille. C'est ridicule. Et alors, il y a même Madame Belloubet aussi, qui serait dans le complot. Moi, vous savez, il y a 35 ans que je suis avocat, personne ne m'a jamais dicté qui je devais défendre ou qui je ne devais pas défendre. Et que M. Mélenchon respecte au moins ma liberté. Il se laisse pas faire, Dupond-Moretti. Finalement, il a la même faconde que vous, il vous répond sur le même ton. Vous avez vexé. Voilà. Vous avez vexé Dupond-Moretti. Il n'a qu'à prendre une camomille, parce qu'en réalité, on a des points d'accord, lui et moi. Je veux le dire, par exemple, là, j'ai une citation.
5 avril 2012, l'Express. Monsieur Dupond-Moretti, il y a de quoi avoir peur quand on est accusé, surtout quand on est innocent. Ben, c'est exactement mon cas. Autre chose, il dit « J'ai davantage confiance dans la cuisine de mon pays que dans sa justice ». Ah, c'est en 2016, c'est pas mal. Par contre, il y a des moments où non, je ne suis pas d'accord avec lui. Par exemple, quand il parle de la justice, il dit « C'est une institution de faux cul, petit monde de l'entre-soi et de l'irresponsabilité ». C'est pas poli, ça, oui, monsieur Moretti. Une petite camomille pour se calmer. Pardon, Jean-Luc Mélenchon, mais vous n'avez pas répondu. Hier, j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Vous avez suggéré qu'en gros, ce serait un avocat, Éric Dupond-Moretti, proche du pouvoir, et donc tout le monde a entendu « Ah, il est peut-être dans le complot ». C'est quand même bien ce que vous avez voulu dire. Non, mais attendez, arrêtez avec complot. Jamais parlé de complot. Moi, je parle de procès politique. De la Macronie. Et en quoi se fait-il? Oui. Il y a une photo. Je ne vais pas vous amener toutes mes photos, mais j'ai une très belle photo de Moretti en chemise, à côté de Madame Macron. Bon, c'est son nom. Mais lui dit qu'il a posé en photo avec vous. Oui, ah bah, peut-être, il y a tellement de gens qui prennent en photo avec moi. Oui. Alors peut-être que c'est... Pourquoi vous lui en voulez? Parce qu'il est l'avocat de 3 policiers. C'est ça. Oui, c'est ça, non? Oui, alors, déjà, pardon, je ne vais pas faire le procès politique ici. Il est l'avocat. Pourquoi on le choisit lui? Il y en a des avocats. Il choisit lui. Parce que c'est lui qui va sur les plateaux de télé pour m'en mettre plein, quoi. Il est là pour ça. Moi, si vous voulez, si j'ai réagi cet été, c'est quand j'ai appris qu'il allait être avocat. Je me suis dit, c'est clair. Et donc, non seulement pour ceux qui nous écoutent, c'est un procès pour transformer tout ça en une occasion de faire du tam-tam pour me flétrir. Donc, j'entre, moi, à mon tour, dans la bataille, je l'accepte. Monsieur Dupond-Moretti va défendre des partis civils. Personne ne sait ce que ça veut dire. Mais ce sont des gens qui ne sont pas contents de leur sort et qui estiment qu'il est nécessaire de me bien punir et d'obtenir des indemnités. De quoi se plaignent-ils? Du fait que j'ai crié fort et que pour certains, ça leur a occasionné jusqu'à 7 jours d'arrêt de travail. Parce que j'ai crié fort. Chacun d'entre eux a dit dans les procès-verbaux ne s'être jamais senti physiquement menacé. Ceux qui ont regardé les images me voient blaguer avec eux, et même à un moment donné, je me soucie d'un de ces pauvres garçons, je lui dis « Eh bon, il n'y a pas de problème, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas de violent, etc. » Mais 7 jours d'arrêt de travail. Alors moi, je suis désolé. Si vraiment je leur ai occasionné 7 jours d'arrêt de travail et un choc psychologique de cette nature, je suis désolé, je leur demande pardon. Et je leur suggère de changer de métier. Parce que le jour où ils iront dans une manif, ou le jour où ils iront courir derrière un délinquant armé, là, ça va être un traumatisme psychologique de première grandeur. Jean-Luc Mélenchon, cette perquisition, elle vous colle comme un chewing-gum. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez, vous? Vous arriveriez calme comme un bonze, serein, contemplatif? Parce que là, franchement, cette affaire, je suis assez d'accord avec vous. Il n'y a pas de quoi écrire une lettre à ses parents. Mais enfin, cette affaire, quand même, malheureusement, pour vous, pour votre destin politique, personnel, on vous en parle tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Et puis alors... donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous regrettez? Le Quotidien, par exemple... a mis dans son générique, donc depuis 1 an, je suis dans le générique en train de crier, c'est 2 secondes, hein, sur une séquence de 3 heures. Hein. Vous avez exigé, vous avez souhaité en tout cas que l'émission Quotidien diffuse les 40 minutes, 40 secondes de la totalité de la perquisition, un plan séquence, et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait, d'ailleurs, moi j'ai pu le voir sur les réseaux sociaux. Ah ben bravo, hein, la lèche pour les potes, ça marche. Hein. N'empêche que ça fait 1 an qu'ils les gardent pour eux. Et ils les ont donnés aux policiers. Les policiers nous ont interrogés sur des morceaux de ce film, et nous, on n'y a jamais eu accès. Et à l'heure à laquelle je vous parle, le procureur nous a toujours donné les images. Donc, en effet, je remercie Quotidien de les avoir enfin publiées. Mais ils auraient pu faire ça plus tôt. Et au lieu de me passer en générique les 2 secondes où j'ai les yeux exorbités, ils auraient pu passer la seconde où je dis à ce pauvre et brave flic, je lui dis il n'ait pas peur, il n'y a pas de violent ici. Et puis où il y a Corbière qui dit mais oh, calmez-vous. Bon, bref, ça a été un choix. Donc, c'est à ça aussi que vous voyez que c'est un procès politique. C'est des gens qui décident de me taper sans arrêt depuis 1 an. Les procès d'audition, les procès-verbaux d'audition, ils les donnent à des journaux, je ne sais pas quand. Je suis auditionné en mars et c'est publié 3 jours avant les élections européennes. Alors, elle ne me prenait pas non plus pour un alvin, ni un perdreau de l'année. Ça, c'est signé Furac, c'est de la politique. Jean-Luc Mélenchon, vous savez qu'on aime bien qu'on réponde aux questions. Eric, il vous a posé une question, je suis désolé de vous dire, vous n'avez pas répondu. Il vous a demandé si cette perquisition vous collait à la peau et si c'était à refaire, est-ce qu'au fond, vous regrettez le comportement que vous avez eu? Je vous adore, Neumann. Mais j'ai compris. C'était la question que vous avez posée. Non, mais c'est vous que j'aime. Parce que vous êtes tellement une incarnation de la mentalité du journaliste aujourd'hui. Commencez pas à vous en prendre à moi, répondez à ma question. On te met sur le pilori pendant des mois. Mélenchon, nanani, nanana. Est-ce que vous regrettez? Après, vous avez le bon prêtre qui surgit, comme autrefois quand on était sur le bûcher, et qui vient et qui vous dit « Vous regrettez, vous demandez pardon, trop facile, vous vous excusez ». Mais non, je réponds aussi tranquillement que je peux à une question absurde.
je suis comme je suis un être humain, pas un pion. Et quand on me réveille à 7 h du matin, armé jusqu'aux dents, et qu'on fouille toute ma maison, qu'on me prend toutes mes affaires, ça me rend un peu nerveux. Et quand ensuite j'arrive au siège de mon mouvement et qu'on prétend me voler un fichier de 500 000 noms, ça me rend un peu nerveux. Donc j'ai parlé fort, et ben je vais vous dire, je suis fier de moi. J'ai eu raison de leur tenir tête, et que tout le monde se le dise, personne ne m'intimide. Là, vous m'avez répondu, si c'était à refaire, vous referiez la même chose. Mais non, bien sûr que non, Neumann, vous comprenez rien, ma parole. Si je m'étais rendu compte qu'il y avait la caméra de quotidien, j'aurais fait autrement. Je suis malin, je suis comme vous, je suis rusé. Là, j'ai été brut de décoffrage. Pendant 3 secondes, 10 secondes, je crie. Et tout le reste du temps, je passe mon temps à dire on se calme, etc. Au fond, ce monde aseptisé des années 2019 n'est pas fait pour les grandes gueules. Vous, qui aimez tant les outrances et les effets de manche, et dans ma bouche... Bon, alors, les effets de manche, on va dire les effets de manche, j'enlève les outrances. Finalement, vous n'êtes pas en face... Vous auriez été un tribun formidable à l'époque de Jaurès, dans les années 30, dans les années 50. Le pauvre Jaurès, qu'est-ce qu'il a pris aussi? À l'Assemblée nationale, où à l'époque, on parlait sans micro... Et finalement, ce monde aseptisé où il faut être calme, respectueux, etc., finalement, vous n'êtes pas dans la bonne époque. Non, vous, Monsieur Brunet, je suis en partie d'accord avec vous, parce qu'il y a l'effet gros plan, caméra. C'est-à-dire, maintenant, vous savez, d'ailleurs, vous bougez peu, hein, vos yeux bougent peu, vous êtes plutôt... Vous astreignez toujours à une certaine logique des gestes. Bon, que moi, j'ai pas, je passe pas ma vie sur un plateau de télé, donc... Vous vous débrouillez bien, Jean. Oui, merci pour le Arrêtez compliment. de faire le modeste. Non, mais je suis pas en train de vous le reprocher. Chacun est en quelque sorte pris dans les rites de son métier. Vous avez raison. Et puis, nous vivons à une époque où le contact physique est un peu mal vu. Donc, on est d'accord là-dessus. Mais, en même temps... Il faut bien se rendre compte que ce sont des comportements très typés de classe. Dans la classe moyenne et la classe moyenne supérieure, les décibels ne sont pas supportés. Après l'épisode des perquisitions, je suis rentré à Marseille pour me réconforter, c'est tout juste, ils ne m'ont pas porté en triomphe. En disant, c'est bien, tu t'es pas laissé faire, il faut pas se laisser faire, c'est des méthodes, etc., etc. Donc, la vie, Monsieur Brunet, même les gestes, même le corps parle de classe. Jean-Luc Mélenchon, tournons la page de cette perquisition, tournons la page de ce procès politique, je mets des guillemets. Moi, je me souviens qu'après... Non, moi, je ne mets pas de guillemets, on est d'accord. Hein. Vous en mettez non, mais pas c'est moi. votre expression. D'accord. C'est votre expression. Quand même, vous pourriez faire un effort intellectuel et dire que j'ai raison. J'essaye de vous écouter, en tout cas, avec attention. Je me souviens qu'après les élections européennes, vous aviez décidé, d'une certaine manière, de prendre un peu de champ. Et au fond, ce voyage dont on a parlé en Amérique latine, c'était aussi pour prendre du recul. Ça fait donc 4 mois. Jamais de la vie. Je n'ai jamais pris ni champ, ni recul, ni vous n'avez pas accordé d'interview à la presse, etc. Non, mais c'est parce que je supporte votre métier. Moi, j'ai continué mon travail. D'ailleurs, je vous ai remarqué qu'on a stabilisé le mouvement La France Insoumise, changé tout un nombre de responsables. C'est vrai. Et la moyenne d'âge des dirigeants, ça doit être 32 ans. La génération des poids lourds qu'il y a derrière, Coquerel, Corbière, Billard, tout ça vient en appui. Non, tout marche bien. Donc, ma question... vous avez vu les rencontres d'été, là? Ma question. Oui. On a suivi tout ça sur l'antenne de BFM TV. Ma question, 4 mois après les élections européennes, est-ce que vous, Jean-Luc Mélenchon, vous avez tiré les leçons? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? 6,3%. Alors, la première leçon... Quelque chose n'a pas fonctionné. Absolument, mais bien plein de choses n'ont pas fonctionné. D'abord, il ne faut pas faire de nombrilisme. Il y a toutes sortes de petits plaisantins qui ont dit on aurait dû faire campagne comme ci, comme ça. Tout ça, c'est des histoires. Il y avait un état-major. Écoutez-moi, des problèmes politiques, ils naissent dans la société et ils se résolvent dans la société. Que s'est-il passé l'année dernière? Vous avez eu une insurrection des Gilets jaunes. Et cette insurrection, au lieu d'entraîner toute la société, quoi qu'elle ait eu son appui au début, elle s'est trouvée isolée. Pourquoi? Parce que les classes moyennes ont été effrayées par le discours dominant du pouvoir. Ce sont des sauvages, des antisémites, des homophobes, des violents, des agressifs. Et même des fois, on affirmait qu'ils étaient mélenchonistes, qui est pire que tout. Bien. Et donc, il y a eu une coupure entre le front populaire qui existe d'habitude et qui s'est manifesté à l'élection présidentielle. Quand je fais 20%, c'est parce qu'il y a cette jonction-là. Elle s'est rompue. Le mouvement syndical, au lieu de trouver immédiatement la jonction, ils sont en train de corriger maintenant, s'est tenu sur la réserve, ne sachant que fallait-il penser de ça, est-ce qu'ils étaient d'extrême droite ou pas. Nous avons été les seuls, les insoumis, à dire, il faut y aller, c'est les nôtres, c'est notre famille, il y a à boire et à manger, mais on est avec eux et on les soutient. Donc, ça s'est rompu. Comment voulez-vous que politiquement, on arrive à exprimer de manière très forte quelque chose qui est disloqué? Mais attendez, voilà ce qui nous est arrivé. J'entends, c'est une explication que je n'avais pas entendue, je l'entends. Mais donc ça veut dire concrètement que Jean-Luc Mélenchon n'a commis aucune erreur politique, il n'y a pas d'erreur de casting, il n'y a pas d'erreur de stratégie, il n'y a pas d'erreur politique dans cette campagne.
En fait, ce sont les éléments extérieurs qui ont conduit à ce résultat-là. Mais non, mais c'est pas... Ah, on n'est pas en train de vendre des savonnettes, Neumann. J'essaye de quand comprendre. on arrive, mais je vais vous expliquer. C'est pas que c'est des erreurs ou pas. C'est que des fois, vous êtes devant une situation, vous essayez quelque chose et vous n'y arrivez pas. Nous avions une difficulté. Il ne s'agissait pas pour nous de nous approprier le mouvement Gilets jaunes, parce que personne ne peut se l'approprier, pas même les Gilets jaunes eux-mêmes. Donc, nous nous sommes heurtés à une difficulté politique. C'était comment ouvrir une perspective politique. Et on n'a pas trouvé la solution à ce moment-là. Mais c'est pas une affaire de Jean-Luc Mélenchon parle trop fort, pas assez fort, il est bien coiffé ou pas, c'est pas le sujet. Ou bien les idioties que j'ai vues, je sais pas quoi, il aurait fallu faire une espèce de congrès permanent tout au long des élections. Il y avait un comité, il y avait les candidats dedans, il y avait 17 personnes qui dirigeaient la manœuvre, ils l'ont bien fait. La campagne de Manon Aubry, de Bastien Lachaud, de Manuel Bompard, elle est parfaite, leur campagne. Ils ont fait, on n'a jamais fait un boulot pareil sur le terrain. Il faut avoir l'humilité d'accepter que le monde existe en dehors de nous et que c'est ce monde qu'il s'agit d'interpréter et de porter. Et on n'y est pas arrivé. Voilà. Alors, par exemple, on m'a souvent posé la question des Verts. Les Verts, ils sont arrivés en partie parce que nous avons été, nous, diabolisés, M. Neumann, il ne faudrait quand même pas oublier ça. J'ai été traité successivement d'antisémite, qui est une foutaise totale, de violent, de ceci, de cela. Et tout le long, j'ai eu droit à quoi ? Les perquisitions. Chaque fois qu'on voyait Mélenchon à la télé, c'était en train de crier en face d'un pauvre gendarme. Et voilà, j'ai eu droit à ça pendant des mois. Et quelques jours avant les élections. Donc tout ça, ça a joué. Mais je ne veux pas mettre ça en avant. Je mets en avant la question stratégique. Et j'espère qu'ils m'écoutent, les dirigeants syndicaux et les dirigeants politiques. Justement. Maintenant, il faut faire la jonction. Justement, vous êtes arrivé en France après ce voyage en Amérique du Sud mardi, rentrée sociale un peu agitée, avec aujourd'hui une grève assez suivie en Île-de-France, grève initiée par la RATP. On va parler des retraites. Par les syndicats de la RATP, c'est pas la direction qui organise. Par les syndicats de la RATP, pardon pour ce lapsus. Excusez-moi, M. Brunet, c'était plus fort que moi. Par les employés, les salariés de la RATP. On va parler justement des retraites. 2 Français sur 3 sont favorables à l'idée philosophique qu'il faut travailler un peu plus en France avec l'allongement de la durée de la vie. C'est votre cas d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que finalement c'est un truc inéluctable ? Déjà, c'est un miracle qu'il en reste 1 sur 3 qui ne pense pas ça. Parce que vu le matraquage qui est fait sur le thème, non, ceux qui pensent ça se trompent. Je le leur dis amicalement, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas qu'il faut travailler plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps, on vit plus longtemps parce qu'on travaille moins longtemps. Et du jour où on a commencé à vouloir faire travailler les gens davantage, le résultat, on l'a dans les statistiques. Depuis 2014, pour la première fois depuis des décennies, l'espérance de vie reste stable. C'est-à-dire, avant on gagnait, continuellement, on gagnait 1 mois, 2 mois, 3 mois, continuellement. Et l'espérance de vie en bonne santé, elle aussi, par contre, elle se dégrade. Alors il y a 2 facteurs, la fatigue, le stress. Notamment quand vous êtes chômeur, il y a beaucoup de gens qui meurent juste parce qu'ils sont chômeurs, parce qu'ils se bouffent, ils se rendent coupables alors qu'ils ne sont pas coupables. Et puis, il y a la dégradation de l'environnement qui détruit la qualité de vie. Donc, vous vous trompez les gens. Les Français, dans le monde entier, sont quand même les retraités français qui ont la durée de vie, la longévité à la retraite la plus longue du monde, avec aux alentours de 23. Oui, c'est bien. Non, mais la situation n'est pas si épouvantable que ça en France. J'ai pas dit qu'elle était épouvantable. Je dis que depuis qu'on applique la règle absurde, il faut travailler plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps, c'est le contraire qui se passe, on vit moins longtemps. Bon, après, vous êtes la preuve vivante à 68 ans, je crois, qu'on peut être en pleine forme et travailler à 68 ans. Oui, d'accord, mais enfin, moi j'ai fait un travail d'intellectuel. Vous n'avez pas fait valoir vos droits à la retraite ? Non, pas encore. Ah si, ça se met en route tout seul. Ah bah c'est un scoop, ça. Oui, j'ai 2 petits trucs d'avant d'être parlementaire. Il y a des tas de gens qui, comme vous, rêvent de pouvoir travailler à 62 ans, 63 ans. Non, c'est pas vrai. Arrêtez vos histoires. Non, il n'y a pas des paquets de gens qui rêvent de travailler. Tout le monde a envie d'avoir une vie utile, mais personne n'a envie, toute sa vie, de porter la même chaîne. Puis moi, je vous parle, puisque la chaîne. Oui, bien sûr, parce que figurez-vous... Le travail aliène. Mais des fois... Et en même temps, souvent, le travail libère. Parce que le travail est aussi une œuvre. La plus modeste tâche, les gens aiment la faire bien. D'accord ? Donc, non, blaguez pas avec ces sujets-là. Moi, j'ai eu une vie d'intellectuel. Et j'ai pas été exposé au vent, à la pluie, à porter des charges, à mettre des paquets comme ça pendant des heures quand vous êtes caissier. Donc, et j'ai tiré le bon code génétique, merci à mes parents et à mes grands-parents. Donc je suis en pleine forme. Mais je ne vais pas au nom de ça dire t'as qu'à faire comme moi, et puis si t'es malade, c'est de ta faute. Jean-Luc Mélenchon. Les gens sont usés au travail, M. Brunet. Et donc on a le droit d'arrêter. Je veux dire aux gens, ne vous sentez pas coupable. J'ai vu qu'on me disait, qu'est-ce que c'est que cette histoire, les gars de la RATP, il y en a qui s'en vont à 55 ans. Bravo, à 55 ans,
tout ton temps pour te dévouer aux autres. Justement, Jean-Luc Mais si Mélenchon, vous voulez aller Neumann tourner toute la journée dans le noir dans le métro, faut pas hésiter. Hein. Je vous emmènerai avec moi. Justement, non, moi j'ai rien demandé, moi. C'est vous qui voulez faire bosser les autres depuis longtemps. Jean-Luc Mélenchon, je voudrais qu'on écoute le Premier ministre Édouard Philippe, parce que dans cette réforme, il n'est pas question simplement de l'âge auquel on prend sa retraite, mais il y a autre chose. Écoutez bien. Il faut que j'entende. Hein. Nous allons donc bâtir un système vraiment universel qui, pour 1 euro cotisé, ouvre les mêmes droits à tous, que l'on soit ouvrier, commerçant, chercheur, agriculteur, fonctionnaire, médecin ou entrepreneur. Un système qui conduira donc à la disparition des régimes spéciaux et à de multiples dérogations qui, à quelques exceptions près, n'ont plus lieu d'être et qui auront encore moins de raisons d'exister dans 30 ou 40 ans. Bon, Jean-Luc Mélenchon, on parle donc, de la fin des régimes spéciaux, il parle de la fin des régimes spéciaux. Franchement, après ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris, il n'était question que d'un régime spécial, celui de la RATP. On imagine que dans les prochaines semaines et les prochains mois, ça va s'enclencher un peu partout. Entre nous, personne ne nous voit, ne nous écoute. Entre nous, ça passera jamais. La suppression des 42 régimes spéciaux en France, il va y avoir des émeutes. D'abord, on a affaire à un pouvoir... Vous connaissez les Français quand même, ils vont pas l'accepter, ça. Ce pays irréformable va se lever. Je ne sais pas, on va voir. Moi, je sais que je vais m'y opposer de toutes mes forces, parce que tout ça, c'est de la démagogie. Dire, vous comprenez, il y a trop de régimes de retraite. Non, chacun d'entre nous n'en a qu'un. Donc, c'est pas le problème. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de dire, regarde dans l'assiette du voisin, il y en a un peu plus. Vos gosses, vous leur dites de faire le contraire, non? Vous leur dites pas, regarde si ton frère ou ta sœur en a un peu plus. Donc, excitez la jalousie des uns contre les autres. Pourquoi il y a des régimes spéciaux? Vous devriez vous poser la question. Parce qu'il y a eu des conditions spéciales, parce qu'il y a eu une histoire sociale. Des fois, on disait, ah non, les gars, on peut pas vous augmenter, alors c'est pas possible, ça va ruiner la boîte. Donc, mais vous pourrez partir en retraite plus tôt. Vous êtes d'accord ou pas? Ah bon, on signe, c'est un compromis. Tous ces compromis, c'est l'histoire de la lutte de classe dans notre pays. C'est une longue histoire. On ne la raye pas comme ça, un trait de plume, c'est un menteur. Quand il dit 1 euro cotisé vaudra la même chose, c'est pas vrai. Parce que dans leur système, les gens qui sont nés, mettons, on va prendre un exemple au hasard, en 1951, ils ont décidé qu'ils se partageraient, on se partagera, la part qu'il y a dans la génération 1951, en proportion du nombre qu'on est à se partager les sous. Donc c'est clair que dans la génération 51, il reste Mélenchon parce qu'il n'a pas porté des poutres et des sacs. L'universaliste, le passionné d'égalité, l'universaliste. Jean-Luc Mélenchon, il rêve pas d'un régime de retraite unique pour tous les Français, pour tous les Français, absolument. Sans régime spéciaux. Non, attendez, régimes spéciaux, ça dépend de ce qu'il y a dedans. Moi, je rêve de 60 ans pour tout le monde. Et 40 annuités, et je sais le financer, je sais l'organiser. En réalité, vous rêvez d'un régime spécial pour tout le monde. En quelque sorte. Mais non, il y a des professions... RATP pour tous les Français. Non, j'ai pas dit ça parce que je sais pas si c'est praticable, donc je vais pas raconter des trucs... Financièrement, c'est compliqué. Mais je trouve normal que dans certains métiers, on parte avant. Parce que sinon, les gars, qu'est-ce que vous racontez? Vous allez faire travailler des gens jusqu'à 65, 66 ans, vous montez dans l'avion où il y a un pilote qui a 66 ans, Brunet? Ça vous va comme idée? Ouais, ben vous êtes comme moi, vous montez dans le suivant. Vous savez Jean-Luc Mélenchon, que vous avez bénéficié vous-même d'un régime spécial de retraite, celui des sénateurs. Oui. Bah, pas encore, mais ça va venir. Vous l'aurez. Oui, j'ai rien demandé, moi. Dites-moi, la réforme des retraites... Non, mais attendez, vous êtes pas mal. Je sais que vous avez rien demandé. Vous avez droit à une remise de 7 600 € sur votre déclaration. C'est terminé. Non, jusqu'à 6 000. Vous gagnez plus de 6 000. Voilà, donc c'est terminé. Bravo pour vous. Mieux. Mais jusqu'à 6 000, vous pouvez retirer. Si vous m'avez bien lu... Vous n'êtes pas pressé de l'avoir, votre régime de retraite. Je ne vous sens pas du tout soucieux d'aller à la retraite. Monsieur Brunet, je ne vous ai jamais vu autant en forme qu'aujourd'hui. Je vais vous faire un aveu, monsieur Brunet. Je suis monté dans un train dont je ne peux plus descendre. C'est un malentendu. Je suis un intellectuel. Ma vie, c'est faire des livres, faire des beaux exposés. Et je me retrouve à être devenu le chef d'une armée. Vous voulez rester dans l'emploi parce que vous avez un métier passionnant. Et il y a des millions de Français qui rêvent de rester dans l'emploi après 60 ans. Le gars qui met du goudron dans la rue, il rêve que de ça, d'en respirer encore. Mais il y a des professeurs, il y a des tas de gens qui rêvent de rester dans l'emploi après 59, après 60 ans. Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est pas interdit de rester au boulot? Voilà pourquoi vous faites cette scène. Il ne rêve pas d'une retraite à 60 ans. Mais monsieur, je ne m'occupe pas des rêves des gens, je ne suis pas psychanalyste, je ne m'appelle pas Madame Belloubet pour faire des diagnostics psychiatriques, parce que moi, elle m'a traité de paranoïaque. Vous savez, c'est une maladie, c'est pas bien de se moquer des gens malades. Attendez, Brunet soulève un truc de bon sens en disant, il y a des gens qui aiment qui travaillent, personne ne les empêche, il y a des profs de fac qui peuvent l'être. Puis vous savez quoi, monsieur Brunet? Passer un certain temps, on peut aussi travailler gratuitement. C'est-à-dire qu'on fait des conférences à l'œil, dans le quartier où on est, on fait de l'aide aux gens, bref.
Donc, il faut arrêter de créer des drames qui n'existent pas. Il reste une Moi, minute. je vous dis une chose. Si c'est moi, vous aurez la retraite à 60 ans, d'accord? Moi, je ne ferai pas travailler des gens de 65, 66, 70. J'ai vu au Mexique une pauvre femme qui avait 78 ans et qui n'avait pas la force de soulever la pastèque que je venais d'acheter, d'accord? Alors, ce monde-là, vous le gardez. Pas vous. Ceux qui veulent l'inventer, ils n'ont qu'à le faire. Mais qui laissent des gens comme moi pouvoir défendre le point de vue contraire et pas m'envoyer en procès politique pour essayer de me faire fermer ma bouche. Pardonnez-moi, les retraites, et il nous reste vraiment une minute, donc ce sera une réponse malheureusement extrêmement courte. J'en suis désolé. Ouais. J'en suis désolé. Les retraites, c'est pour en 2025, voire application complète en 2040. Les urgences, c'est maintenant dans les hôpitaux. Alors ? Agnès Buzyn a mis, dit-elle, 150 millions d'euros sur la table pour réorganiser les urgences. C'est suffisant ou pas? Et c'est qui, là, le journaliste? C'est moi ou vous? Ah non, je vous pose la Madame question. Buzyn a mis 750 millions. Ah, Neumann a oublié. Virgule. Dans les 4 prochaines années. Sur 4 virgule. ans, vous avez raison. Merci. Très bien. Madame Buzyn, l'année dernière, virgule, Répondez-moi. a retiré 1 milliard sur une année. Et maintenant, elle vient mettre 750 millions sur 4 ans. Et nous, on devrait dire bravo, Madame Buzyn. Madame Buzyn se fout de nous. Il y a des milliers de gens qui ne peuvent pas être soignés. Il y a des milliers de gens qui sont en burn-out, parce que burn-out, ça veut dire crever au boulot, quoi. Qui sont épuisés. Et vous savez, le plus dur pour quelqu'un qui travaille dans ce métier, c'est de ne pas pouvoir faire bien son métier. C'est ça qui les écœure plus que tout. Maltraiter les gens qui sont censés bien traités. Madame Buzyn, eh bien, écoutez, franchement, c'est pas une affaire pour ce pays. Ce qu'ils veulent, eux, c'est remplumer tout le secteur privé. Il n'y a que ça qui les intéresse. Jean-Luc Mélenchon. Faire tourner les sous. Jean-Luc Mélenchon, c'était la dernière question et la dernière réponse. Merci d'avoir accepté. Merci de m'avoir invité. Vous avez vu, je parle fort. Ce soir, vous êtes en forme. Vous êtes Monsieur Neumann. Vous me donnez acte du fait que je parle fort, mais vous ne vous êtes pas senti menacé physiquement. Non, parce que nous aussi, on vous parle non plus. fort. Non, Eh bien alors, vous ne pouvez même pas me faire un procès, les gars. Bruno Neumann, c'est la semaine prochaine à 20h, à 19h, pardon, vendredi prochain. Mais l'actualité, ça continue évidemment sur BFM. Et puis alors, c'est joyeux l'actualité.